Bienvenue à notre émission. À l'occasion de la célébration de ses 40 ans, nous recevons aujourd'hui un jeune Camerounais qui marque véritablement son époque par son leadership, son activité entrepreneuriale et son engagement social. Alors aujourd'hui, nous recevons Junior. Bonsoir Junior. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors peux-tu nous dire qui tu es et pourquoi avoir décidé de faire ce plongeon pour tes 40 ans? Merci pour la plateforme qui m'est offerte. Voilà, je suis Junior Mekina, je suis un Camerounais, né au Cameroun. Et à l'occasion de mes 40 ans, comme vous l'avez si bien dit, j'ai choisi d'inviter mes amis, mes proches, la communauté jeune et tout le monde qui est intéressé par l'évolution de la société à se pencher sur le parcours qui a été le mien. Parce qu'il faut dire que généralement, lorsque quelqu'un décède, on célèbre sa vie lorsqu'il est parti. Mais aujourd'hui, je voudrais que les 40 ans que je célèbre m'offrent l'opportunité de parler, de célébrer ce parcours qui est riche en réalisation et en ambition. Voilà. On sait que tu as eu une relation assez particulière avec ta famille. Est-ce que tu peux nous parler de cette relation avec tes frères et tes sœurs Déjà, il faut dire que je suis Junior Mekinda, c'est-à-dire que j'ai le nom de mon papa, qui est Mekinda André Ledoux. Moi, je suis Mekinda André Ledoux Junior. Il faut dire que mon père m'a particulièrement aimé lorsque je suis né. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a choisi de me donner son nom. Je suis né à Douala et on a grandi dans un cadre assez suivi, vraiment très encadré. Et j'ai été très proche de mon papa, particulièrement. Généralement, on dit que les garçons ne sont pas proches de leur papa, mais je suis un garçon qui a été très proche de son père. Voilà, donc cette proximité-là a forgé ma personnalité et ça fait qu'au sein de la famille, je me suis également démarqué de mes frères qui étaient beaucoup trop rangés. Parce que eux, par contre, ayant vécu avec ma mère qui était beaucoup plus stricte, mon père conservateur, ma mère très conservatrice et mon père un peu plus libéral. Donc du coup, ça a contribué à développer ma personnalité très ouverte. Et qu'on voit beaucoup. Voilà. Et mes frères, par contre, un peu plus... Voilà. Donc du coup, à la maison, on avait évidemment des frictions parce que très jeune, je savais déjà ce que je voulais faire de ma vie. Parlant d'enfance, est-ce que tu peux nous... donner quelques exemples de moments forts de ton enfance? Les moments forts de mon enfance, ils sont nombreux. Quand j'avais 10 ans, nous sommes allés Papa était affecté à Lagos, puis il était premier secrétaire d'ambassade du Cameroun au Nigeria. Donc là, il était président de l'association des diplomates africains. Et nous avons, à un moment, c'était très tendu avec ma mère, comme je le disais tantôt, qui était conservatrice. Et donc du coup, la relation, c'était pas très fort. Alors j'ai dit, je ne veux plus rester avec ma mère, je préfère rester avec mon papa. Donc je suis allé, quand nous sommes allés une fois en vacances au Nigeria, j'ai profité et j'ai dit à papa, je rentre pas au Cameroun. Donc il m'a dit, ok, on reste ensemble. Et du coup, je suis resté au Nigeria avec lui. Alors on était très proches, comme d'habitude, on allait partout, il m'a mené dans tous les événements, avec tous les diplomates. Donc très tôt, j'ai commencé à côtoyer les ambassadeurs, les ministres, tous les autres diplomates, on allait danser ensemble, toutes les fêtes et tout. Il était vraiment avec moi. Et ça, j'avais 11 ans, 12 ans. Et après, il m'a demandé, je vais aller à l'école en 6e. Donc, on m'a inscrit à l'école à Lomé, au Togo, parce qu'il y avait une école primaire là-bas. Donc, j'ai été inscrit là-bas. Et voilà comment est-ce que j'ai passé une année. Mais malheureusement, cette année-là, il y avait des troubles. J'ai dû revenir de Lomé en catastrophe seul. C'est-à-dire que j'ai pris la voiture, le car à Lomé, j'étais à l'internat, j'ai pris le car parce que mon père n'était pas au courant de ce qui se passait. Et il n'avait pas idée de la gravité de la situation. Donc il y avait des troubles dans les années 90. Donc j'ai pris le bus, on va le dire ainsi, j'ai traversé la frontière de Lomé à Cotonou, de Cotonou à Lagos, seul, j'avais 12 ans. Et quand je suis arrivé à Lagos, mon papa était très surpris de me trouver à la maison ce soir-là. Et le lendemain, ma mère a appelé pour dire, voilà, j'ai appris que ça n'allait pas, qu'est-ce qui se passe? En fait, elle appelait pour que mon père lui dise qu'est-ce qui se passe, parce qu'elle avait vu les nouvelles à la télé et tout. Et j'avais envoyé un téléx à partir de Lomé à l'ambassade des États-Unis, puisque maman travaillait à l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Donc lorsqu'elle reçoit le téléx, elle appelle le papa et puis il lui dit non, je suis déjà là, c'est moi qui décroche le téléphone en fait. Donc elle dit prends le billet d'avion, tu viens au Cameroun. Et le même soir, c'était un mardi, je me rappelle bien, j'étais dans l'avion. Et j'ai voyagé seul, j'avais 12 ans, j'ai voyagé seul pour Douala. Je suis arrivé à Douala, maman n'était pas là, elle était à Yaoundé.
J'ai passé la nuit à l'aéroport dans le salon d'un des cadres de la caméra. Et mon billet était Lagos-Douala. Donc, maman avait dit qu'elle viendrait m'attendre à l'aéroport, mais elle pensait que je viendrais par le vol de jeudi et non par le vol de mardi. Donc, je suis arrivé aussitôt le mardi et elle n'était pas là. Donc, du coup, j'ai passé la nuit à l'aéroport. Et le lendemain matin, j'ai dit au personnel de la caméra, écoutez, mettez-moi dans le premier vol pour Yaoundé. Ma mère travaille à l'ambassade des États-Unis, donc elle va payer mon billet d'avion une fois que j'arrive. Et ce qui a été fait, j'ai embarqué dans le vol de 8h et à 8h30, nous étions à Yaoundé, à l'aéroport. Et voilà, maman est venue me chercher à l'aéroport. Et quand j'arrive à son bureau ce jour-là, elle était très impressionnée. Enfin, tous ses collègues qui avaient reçu le téléx, comme quoi j'étais en situation de crise à Lomé, étaient très surpris de me voir le mercredi à Yaoundé, carrément. Voilà un enfant dont on a reçu le téléx hier. Et le lendemain, il est déjà avec nous à Yaoundé. Et il a voyagé seul. Imaginez un enfant de 12 ans qui part de Lomé, seul, arrive au Nigeria, et puis du Nigeria, il embarque dans un avion, arrive à Douala, passe la nuit, embarque dans un autre avion, arrive à Yaoundé, seul. J'avais 12 ans quand je l'ai fait. Et pour moi, c'est un des plus beaux souvenirs de ma jeunesse, de mon enfance. Avoir la diversité de tes activités aujourd'hui, on pourrait se demander quel genre d'études tu as suivi. Qu'est-ce qui fait Junior aujourd'hui? Mon parcours scolaire et académique, bon, comme j'ai déjà fait un tour à l'étranger, j'étais à Lomé surtout, et là-bas c'était bien parce qu'en 6e, on faisait déjà la physique, la chimie, la couture, et on étudiait la religion. Donc j'ai appris, oui, j'ai appris à coudre, donc je savais faire le point de bâti, le point de machin, et donc j'ai appris tout ça lorsque j'étais à l'école à Lomé. J'ai eu à la base une certaine ouverture. Et aussi, le séjour nigérian nous a ouvert l'esprit en termes d'anglais, parce qu'il faut dire qu'étant au Nigeria, on parlait exclusivement l'anglais. Nous avons fait des cours intensifs d'anglais. Donc ça aussi, ça a contribué à la diversification de ma formation. Et je me rends compte que je suis très confortable dans les lettres. Et j'ai un bac A. Et puis je vais à l'université de Soa. Au départ, je ne veux pas aller à l'université parce que ma passion, c'était vraiment l'armée. Je voulais être un homme en tenue, j'aimais tout ce qui était caractériel. J'avais une passion pour l'armée, la police, et une passion pour la communication, le journalisme. Donc une fois que j'ai mon bac, ma mère et moi, on a cette petite friction une fois de plus où elle veut que je fasse, elle voulait que je fasse un cycle classique, c'est-à-dire qu'aller à l'université, avoir ma licence en droit ou je sais pas moi, et puis après que je fasse un concours. Et puis moi je lui disais non, moi je veux faire une formation plus pratique où je vais avoir ma licence, je fais un BTS en communication ou encore avoir surtout un concours entre l'ENIA et voilà. Je me suis retrouvé à l'université de Soa où j'ai fait ma première année. Voilà, je me suis retrouvé à l'université de Tchang pour continuer ma formation en droit où j'ai eu une licence, j'ai eu d'abord un DUG, diplôme d'études universitaires générales en droit. Et puis après ma licence, mon DUG, je suis revenu à Soa, à Yaoundé, où j'ai achevé avec ma licence. Je me suis même inscrit en maîtrise, mais j'ai abandonné un peu parce que j'ai travaillé déjà, j'étais déjà dans le monde du travail. Mais en dehors de ça, ma passion m'a très vite rattrapé, la communication. Donc j'ai fait des formations ça et là, en montage audiovisuel, en entrepreneuriat. J'ai obtenu une bourse, je suis venu aux États-Unis où j'ai fait une formation en agriculture et en technologie, développement agricole et technologie. À côté de ça, j'ai fait une formation en interprétariat. J'ai également développé des formations, celles en marketing, en communication. Bref, assez complexe. Généralement, je ne m'arrête pas. Lorsque je suis passionné par quelque chose, j'y vais. C'est beaucoup d'informations, ça. Bon, parlons de vie professionnelle, justement. Tu sembles avoir une vie professionnelle très riche pour ton jeune âge. Comment réussir cela dans l'environnement du chômage qu'on a au Cameroun? Parce que j'entends beaucoup de jeunes se plaindre du chômage. Et comment réussir dans ce genre de contexte? J'ai été chanceux, je dois le dire, parce que j'étais en deuxième année universitaire lorsque ma maman a réussi à m'obtenir un boulot dans l'administration camerounaise. J'avais 23 ans et j'ai été affecté à Tchang, j'étais étudiant, donc j'ai commencé à travailler dans l'administration des finances. Comme on a fait chez nous vulgairement agent temporaire, donc je faisais ce qu'on fait aux États-Unis aujourd'hui. J'allais à l'école et puis j'allais travailler et j'allais alternativement à l'école. C'est d'ailleurs pour ça que ça a contribué à freiner un peu mon avancée, mon parcours, ralentir un peu mon parcours, mon évolution au niveau de l'école. Mais bon, donc j'ai fait 11 ans de service dans l'administration camerounaise et
j'ai énormément appris. Énormément appris parce que j'étais dans ce qu'on appelle au Cameroun une administration d'élite, où une des rares administrations on applique les principes de management privé, donc qui est la Direction générale des impôts. Et voilà, donc j'ai eu cette chance-là, j'ai été contractualisé dans les années 2008, donc je suis passé cadre contractuel. Donc voilà, et puis mon départ pour les États-Unis a tout arrêté. Mais je sais justement que tu as un parcours entrepreneurial. Est-ce que tu peux nous expliquer la transition? Comment ça s'est passé? Lorsqu'on entre dans l'administration par le bas au Cameroun, on ne évolue pas particulièrement. Alors, à un moment, j'ai eu l'impression dans l'administration où j'exerçais que j'étais étouffé. Je n'arrivais pas à progresser. Et évidemment, les salaires sont ridicules, misérables. Donc, on a deux options. Soit on entre dans la corruption, les détournements, soit alors on cherche une activité parallèle qui nous permette d'arrondir les fins de mois. Et avec mon esprit ouvert, ma capacité à créer, j'ai donc commencé à développer des activités parallèles, notamment dans l'image. Je vais vous le dire ainsi, j'étais à Yaoundé dans mon poste de travail et je me suis dit, pourquoi pas, j'étais un passionné d'image. Quand j'étais à l'université, tout le quart de mon budget allait dans les photos. Donc je faisais plein de photos et lorsque j'ai commencé à bosser, je me suis dit, mais tiens, pour moi, je vais toujours dépenser de l'argent pour les photos. Alors qu'aujourd'hui, il y a des photos numériques qui existent. Pourquoi je n'apprendrais pas à utiliser les photos numériques? Alors, je me suis acheté un appareil photo numérique. Et cet appareil photo numérique-là, il y avait un ordinateur à la maison que j'ai restauré. J'ai fait installer Photoshop. J'ai appelé un ami qui m'a montré comment est-ce qu'on utilise Photoshop. Et en une seule séance, j'ai maîtrisé l'utilisation de Photoshop. Et du coup, j'allais au bureau. Je filmais mes collègues. Lorsque je les filmais, je rentrais à la maison le soir après le boulot, je faisais des montages, j'enlevais le paysage du boulot, je mettais des paysages féeriques, les États-Unis, partout, la Tour Eiffel. Et quand je rentrais, la même photo qui normalement était vendue à 300 francs, je la vendais à 2000 francs. Wow. Donc voilà comment je démarre ma carrière, ma carrière entrepreneuriale au Cameroun. Avant cela, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Quand je passe mon bac, je suis à la maison, il y a 5 mois généralement entre le moment où on passe le bac et le moment où on commence sa première année universitaire. Alors je dis à maman, il faut que j'ai besoin d'argent de poche. Elle me dit, mais tu es un monsieur, maintenant tu as ton bac, il faut que tu te débrouilles. Maman avait, voilà, j'ai un peu hérité ça aussi d'elle, elle faisait des activités parallèles, beaucoup d'activités parallèles. Et elle avait un pick-up qui allait au village, faisait le clando, le peuple comme on dit chez nous. Donc le pick-up allait au village et le chauffeur ramenait la recette, il versait 20 000 francs tous les jours. Il allait transporter les plantains, les vivres et puis les ramener en ville. Alors elle me dit, écoute, si tu veux de l'argent, c'est très simple. Tu vas avec le chauffeur en brousse, vous travaillez ensemble et quand tu reviens, vous faites moitié-moitié. Donc vous me reversez 10 000 et toi tu prends les 10 000. Donc bien sûr. Alors 2 fois par semaine, j'allais en brousse avec le chauffeur. C'est comme ça que je démarre mon activité entrepreneuriale. Il y a donc eu quelques années après, quand je reviens de l'université, j'ai commencé à faire les photos à mon bureau, donc parallèlement à ça. Et puis j'ai développé cette formation, je me suis inscrit dans une institution où j'ai appris l'infographie. Et puis voilà, je suis parti de la photo. Je me suis dit, pourquoi pas pousser à la vidéo? J'ai commencé à faire la vidéo et puis j'avais donc une vidéo, j'avais photé. Et puis je me suis dit, mais pourquoi ne pas commencer à organiser? J'aimais bien, je m'amusais à être DJ aussi. Donc j'aimais bien la musique parce que j'étais un danseur, il faut le dire. Aussi, j'aimais beaucoup l'ambiance. Donc j'ai commencé à faire la musique et voilà, j'ai dit, pourquoi ne pas faire l'ensemble? Donc j'ai ouvert mon premier studio où je faisais à la fois la vidéo, je faisais des photos et il y avait les appareils de musique. Voilà. Donc, je suis entré, j'avais une petite tontine à laquelle j'ai adhéré. Et cette cotisation, on met un peu d'argent chaque mois. Et puis, quand j'ai touché ma tontine, j'ai acheté une moto. Et cette moto-là faisait la navette de la route jusqu'à la maison. Et on me reversait, je crois, 4 000 francs par jour. Donc, tout cet argent-là m'a permis, en fait, d'équiper mon studio. Donc, acheter des appareils photo, les appareils de musique et tout. Donc, j'ai ouvert mon premier studio quelque part en Gousse au Santa Barbara, qui s'appelait Dream Mesh Multimédia. Dream, pourquoi? Parce que j'étais un rêveur et j'ai voulu transformer mon rêve, ma capacité à rêver en des réalisations magiques. Donc c'était ça le Dream. Et donc je voulais utiliser les images
et pour faire des choses assez particulières, magiques. Donc voilà à peu près comment est-ce que je démarre mon activité entrepreneuriale. Donc du coup, au boulot, qu'est-ce que je fais? Je faisais plus seulement les photos. Donc il y avait un collègue, quand il y avait un collègue qui avait lorsqu'il y avait un collègue qui avait une activité, un mariage, une communion, je gagnais le marché. Donc je faisais le DJ, je faisais les photos et la vidéo. Donc je gagnais, j'ai commencé à gagner des marchés comme ça dans mon entourage. Je quittais de là, j'avais une soeur qui travaillait à la CNPS, j'allais à la CNPS, je faisais pareil. J'ai quitté la CNPS, j'allais au FECOM où mon frère travaillait, je faisais la même chose. Donc j'ai commencé à gagner les marchés. Et à un moment, je me suis trouvé super saturé. Je me disais, tiens, je ne pouvais pas tenir, j'étais cadre. Alors il a fallu à un moment ralentir un peu. Évidemment, j'avais mon petit neveu à la maison avec qui je travaillais, qui était grand, que j'avais formé dans le domaine. Donc on s'organisait les week-ends. Donc, voilà à peu près comment j'ai démarré mon parcours. Et puis j'ai décidé de pousser plus loin. Je me suis dit, je ne vais pas seulement faire couvrir les événements des gens. J'ai quand même un certain niveau intellectuel. Pourquoi ne pas créer quelque chose? Donc je décide donc de passer à la phase conceptuelle, où je conçois des programmes multimédia pour éduquer, pour informer. Voilà comment le tout premier concept que j'ai développé, c'était 3L, Look, Listen and Learn, qui était en fait un tutoriel pour aider les paysans qui avaient des soucis pour apprendre l'agriculture. Il était question d'inviter les ingénieurs agronomes à faire une formation devant une caméra. Et cette formation-là, on la mettait sur un support audiovisuel et on pouvait donc le vendre aux paysans. Donc si je veux cultiver le maïs, je n'ai pas besoin de chercher un ingénieur, je prends juste le CD, le DVD, je le mets et voilà, je regarde. C'était le tout premier concept et qui a bien sûr marché très fort. Wow. Et après ce concept, j'ai développé le très célèbre concept Dream Camera Image, qui était en réalité comment vendre le Cameroun avec ses plus belles images. Parce que vous savez, on vient aux États-Unis, on va en France, on rentre avec de beaux t-shirts, I love Paris, I love New York. Mais quand quelqu'un visite le Cameroun, il n'y a pas de support promotionnel qui dise voici, je sors du Cameroun, voilà à quoi le Cameroun ressemble. Alors l'idée m'est venue de faire le tour du Cameroun, de prendre les plus belles images du Cameroun et les mettre sur tout type de support transportable. Les plats, des t-shirts. Donc imaginez un t-shirt avec les pics du Rumsiki, un t-shirt avec la plage de Kribi, les chutes de la Lobé, ou alors un set de table à manger à midi. Donc c'était ça, c'est un projet que j'ai écrit et que j'ai déposé au niveau du ministère du Tourisme, qui a reçu l'appréciation du ministère du Tourisme. À l'époque, l'ancien sénateur Baba Amadou, qui était ministre, a beaucoup aimé le projet d'ailleurs, qu'il a soutenu dans une certaine mesure, dans la mesure de ses capacités. Et je peux dire que c'était le véritable premier grand concept sur lequel j'ai travaillé, le premier grand projet qui m'a ouvert toutes les autres portes. Et c'était une très belle expérience qui pour moi m'a permis de mettre vraiment le pied à la fourmilière, c'est-à-dire que de découvrir le milieu entrepreneurial jeune au Cameroun. Ça n'a vraiment pas été facile parce qu'il faut partir sur financement propre, économie, et puis c'est pas toujours qu'on trouve la main-d'œuvre qualifiée au Cameroun. Donc du coup, il fallait faire avec ce qu'on avait. Donc des jeunes qui ne sont pas forcément qualifiés mais qui ont la volonté. Ça vient avec ces contraintes, tu ne peux pas payer ou alors il faut payer après ce qu'on a vendu. C'était pas évident. On est allé de ministère en ministère pour négocier des financements de banque en banque. Mais voilà, tout le monde connaît l'environnement entrepreneurial au Cameroun. On ne trouve pas des financements, c'est pas facile. Donc ça a été difficile, mais c'est une très belle expérience. Nous avons réalisé quelque chose d'unique. Nous avons fait des sorties, nous sommes allés sur le terrain. L'entreprise a grandi, mais jusqu'à un certain niveau, on a franchi le plafond de verre. Ce plafond de verre qui a un seuil qu'il faut effectivement traverser, comme on dit les Américains, you take your business to another level. Donc lorsque vous avez atteint le plafond de verre, il y a des éléments importants qu'il faut injecter dans l'entreprise pour passer à l'autre dimension. Et ces éléments-là, généralement, c'est des financements. C'est un apport réel du gouvernement. Donc j'ai écrit à tous les ministères. Il n'y a pas un ministère de la jeunesse. J'ai été reçu par tous les ministres. J'ai été reçu par le SG du premier ministère, M. Jules de Rendongo à l'époque. J'ai été reçu par le ministre Baba Amadou, le ministre Adam Garoua qui était à la jeunesse à l'époque, le ministre Amadou Toutoumouna qui était à la culture. J'ai été reçu par le ministre Ngoa, le ministre Toundi Ngoa Serge Laurent, qui est aux petites et moyennes entreprises. Tous connaissent ce projet Dream Camera. Mais malheureusement, je n'ai reçu que 2 millions du ministre Baba Amadou du Tourisme à l'époque. Qui m'a reçu, ce qui était déjà bon et je lui en suis toujours infiniment reconnaissant pour dire qu'il y en a quand même qui soutiennent, qui ont la volonté de soutenir. Je pense que s'il en avait plus, il aurait fait plus que ça. Parce que d'ailleurs, je me rappelle pour la Coupe du Monde de
2010 en Afrique du Sud, il avait passé une commande de pratiquement 2 millions de francs. Donc c'est ce que j'avais reçu essentiellement. On a fait le tour, le PAGER U, on a déposé des demandes de financement, on n'a rien reçu. Le fonds spécial du ministère de la Culture, on n'a rien reçu. On a fait tout. Nous sommes allés jusqu'à employer, la structure a employé pratiquement une quinzaine, une vingtaine de jeunes. Mais malheureusement, le soutien qu'on a essayé d'avoir, on ne l'a jamais eu. Je suis allé jusqu'à la présidence de la République. Où d'ailleurs, parce qu'il faut dire on avait transformé, on était un peu sorti du projet Dream Camera Image pour développer maintenant des produits personnalisés pour les entreprises. Donc on a commencé à faire des offres de services pour les entreprises, donc on réalisait maintenant des produits pour les entreprises. Et je me rappelle qu'en 2011, pendant la campagne présidentielle, nous avons adressé une demande à la présidence pour accompagner la campagne présidentielle du candidat président Paul Biya à l'époque. Et on a fait une offre communicationnelle. Et je veux dire qu'un des slogans qu'on avait proposé, qui était le Cameroun des grandes ambitions aux grandes réalisations, c'est ce slogan qui avait été retenu par le président de la République pour le mandat de 7 ans qui s'achève en ce moment. Donc c'était une très belle expérience et voilà, je pense que l'ambassade des États-Unis et l'ambassade de Grande-Bretagne qui était un de mes clients, c'est l'ambassade des États-Unis. C'est à travers justement cette expérience entrepreneuriale là que j'ai obtenu une offre de formation, d'abord sur place à Yaoundé, à Douala. L'ambassade a organisé un séminaire de formation de 30 jeunes entrepreneurs. J'ai été invité à ça avec 29 autres jeunes Camerounais. Nous avons fait la formation et pendant une semaine. Et au terme de cette formation, nous avons reçu des parchemins. Et c'est pendant cette formation-là que le personnel de l'ambassade et notre formateur qui venaient des États-Unis ont été très impressionnés par mes performances et m'ont offert la bourse pour que voilà, je me retrouve aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc voilà. Mais Junior, j'espère que la jeunesse africaine écoute. Hein. J'espère que la jeunesse africaine écoute parce que c'est très important de savoir qu'on ne commence jamais au sommet. On commence quelque part, puis on gravit les échelons. Et ton expérience est, comme on dit ici, priceless. Qu'on écoute et qu'on look, listen and learn. Yeah. Excellent. Alors, on connaît ta forte implication dans le développement communautaire. Est-ce que tu peux nous dire exactement d'où te vient ton inspiration et cette force que tu as en toi d'aider l'autre naturellement, ça te vient d'où exactement? Ton parcours, est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Merci. Merci Stéphanie. Il faut dire que j'ai grandi dans un environnement décent où je ne manquais de rien. Nous ne manquions de rien. Mais nous étions entourés de personnes qui, vous connaissez l'Afrique, dès qu'il y a une personne qui réussit dans une famille, elle doit tirer les autres. Donc mes parents, mon père a réussi, était le seul à réussir de son côté, ma mère était la seule à réussir de son côté. Donc ils ont tiré chacun, les membres de leur famille. Donc j'ai, bien qu'ayant accès à tout, j'ai connu la pauvreté. J'ai vécu avec des gens qui qui vivaient dans la pauvreté. Et ces gens-là, on a partagé le même lit, on a partagé le même repas à la maison. Donc très jeune, très petit, j'ai appris à partager le peu que j'avais. Donc j'ai grandi dans cet état d'esprit-là. Et quand je passe mon bac et que je suis en train de mener mes activités entrepreneuriales et professionnelles, comme ça, un jour, une amie vient me dire, je suis junior, est-ce qu'on peut, j'ai une organisation, est-ce que tu peux aider lors d'une activité? Je dis, voilà, je n'avais rien à faire, j'avais un peu d'argent, je travaillais à l'époque, voilà, je dis, pourquoi pas? Nous sommes allés à l'hôpital central, il était question d'organiser un arbre de Noël pour les enfants drépanocytaires. Et je suis allé, je lui ai donné un coup de main, et c'était tellement impressionnant. Pour la première fois, j'ai rencontré des enfants drépanocytaires malades à l'hôpital central, en 2007, je me rappelle bien. Nous avons organisé l'arbre de Noël, c'était 2 jours. Nous sommes allés nettoyer la première fois et ensuite, la deuxième fois, nous avons organisé un petit concert, une soirée culturelle. C'était beau, ça m'a marqué. Et c'est comme ça que cette amie-là, qui s'appelle Mino Christelle, à qui je fais un coucou, m'a dit, voilà Junior, je voulais mettre sur pied cette organisation-là, mais j'ai vraiment besoin de ton aide, je vois que tu es intéressé. J'ai été très attaché, j'ai été très ému par ce que j'ai vu et j'ai voulu rester pour lui donner un coup de main. Et Minou est parti à Douala et un beau jour, j'ai été invité sur un plateau télé pour parler de drépanocytose avec elle, mais elle n'était pas là.
Et c'est comme ça que je me retrouve à devoir parler de drépanocytose alors que je n'avais aucune expérience au plateau télé. Je me rappelle encore de Daniel Ebongue, ce journaliste de la CRTV FM 94 qui m'avait donné le plateau télé, radio. Il peut vous dire comment j'ai paniqué, je tremblais le premier jour où je suis allé à l'antenne pour parler de drépanocytose. Mais après avoir côtoyé ces enfants-là, je me suis dit, il y a quelque chose qu'on peut faire. C'est une maladie qu'on ne soigne pas, mais c'est une maladie qu'on peut prévenir. Et si les drépanocytaires sont véritablement pris en charge, ils peuvent vivre longtemps. C'est seulement en les côtoyant que je l'ai appris. Et je me suis dit, si on peut faire quelque chose pour eux, je vais être celui qui va faire ces choses-là. J'ai donc décidé d'utiliser, de mettre toutes mes compétences à contribution, que ce soit mes moyens financiers, que ce soit ma volonté, que ce soit mon esprit créatif, que ce soit ma capacité à communiquer. J'ai décidé de mettre tout ça au service de la cause de la drépanocytose. Aider les enfants drépanocytaires, les drépanocytaires, et surtout éviter que davantage d'enfants drépanocytaires naissent dans notre commune. Parce qu'il faut dire qu'il est important de faire son électrophorèse d'hémoglobine. Parce que dès que deux couples à risque se mettent ensemble, dès qu'on est porteur du trait drépanocytaire S, et que je suis porteur du trait drépanocytaire S, qu'on se met ensemble, c'est là où on est susceptible d'avoir un enfant drépanocytaire. Donc si on fait un examen qu'on appelle l'électrophorèse d'hémoglobine, alors là, on sait qu'on est porteur du trait ou non. Alors si je rencontre une fille, et cette fille-là, je lui demande si elle a fait son électrophorèse d'hémoglobine et elle connaît son type d'hémoglobine, d'entrée de jeu, si je connais le mien, et que je sais qu'elle est porteuse du trait, et que moi je sais que je suis porteur du trait, il est très facile de dire, ok, écoute, notre relation ne peut pas aller très loin parce qu'on sait que c'est une relation à risque. C'est pour ça qu'avec Drépano Solidaire, nous avons donc décidé de commencer une campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires. Parce qu'il était question de passer le message dès la base. Parce que beaucoup de parents qui ont fait des drépanocytoses vous diront, on ne savait pas ce qu'il fallait faire pour prévenir ces cas de drépanocytose. Et quand bien même ils ont déjà des drépanocytaires, ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour prendre en charge les drépanocytaires. Et c'est avec beaucoup de passion que je me suis investi dans ce combat. Et pendant 4 ans, nous avons abattu un travail incroyable. Et je remercie, c'est l'occasion pour moi ici de dire merci à tous ces jeunes Camerounais qui ont adhéré à ce message. Parce que nous sommes allés dans les établissements parler aux jeunes de drépanocytose. Nous avons créé des clubs relais de sensibilisation dans les écoles, dans ces lycées et collèges. Et il n'y avait aucune raison qu'ils adhèrent. Mais ils ont adhéré à ce message. Ils ont parlé de drépanocytose et c'était passionnant. C'était très passionnant pour moi et ça fait un peu mal aujourd'hui que je suis aux États-Unis de voir que cette activité-là s'est légèrement estompée. Mais je suis content de savoir qu'il y a quelques jours encore qu'un jeune membre m'a dit, Junior, je souhaite qu'on relance les activités de Drépano Solidaire. Ce qui me motive surtout, c'est de savoir qu'on peut avoir des solutions à tous les problèmes que nous rencontrons au Cameroun. Et je pense que si chaque Camerounais, chaque jeune en particulier, décide de mettre à contribution son savoir-faire, son intelligence, nous sommes des vainqueurs, nous sommes des gagnants au niveau du Cameroun. Et voilà. C'est comme ça que je décide de créer une deuxième organisation en 2011, à côté de Drépano Solidaire, qui va embrasser toutes les solutions que j'ai pour les problèmes auxquels nous faisons face au Cameroun, pour qu'on construise ensemble un Cameroun meilleur. D'où la dénomination de la structure ABC, A Better Cameroon, qui aujourd'hui, même aux États-Unis, continue dans le même état d'esprit, c'est-à-dire apporter des solutions, à aider véritablement, à contribuer véritablement au développement positif du Cameroun. Okay. Donc voilà un peu l'état d'esprit avec lequel j'arrive au Cameroun, aux États-Unis. Et voilà que j'ai continué d'ailleurs, c'est avec le même état d'esprit. Les jeunes Africains, c'était pareil, les mêmes problèmes qu'on avait ici aux États-Unis. J'ai, avec mon séjour aux Nations Unies, j'en ai profité pour voilà, créer notre organisation ici qui s'appelle Power African Youth, où il était question de voir comment est-ce que nous pouvons mettre les jeunes ensemble pour qu'ils bénéficient des opportunités auxquelles les jeunes devraient avoir accès ici aux États-Unis. Nous sommes très proches de toutes les grandes institutions mondiales, les Nations Unies et tout le reste. Pourquoi est-ce que la jeunesse africaine est en marche? Il était donc question d'exploiter, de mettre à contribution les relations que je m'étais faites dans le cadre professionnel au niveau des Nations Unies pour appuyer les jeunes. Voilà ce qui explique la création de Power African Youth,
qui est donc une organisation ici aux États-Unis qui encadre la jeunesse africaine, qui veut investir en Afrique. Ok, par rapport aux perspectives à venir, quelles sont-elles vis-à-vis du Cameroun et des États-Unis? Bon, vis-à-vis du Cameroun d'abord, nous sommes un pays riche. J'ai eu l'occasion de le constater lorsque j'étais en formation en agriculture ici. Aux États-Unis, on ne peut pas prendre un fruit, le sucer, jeter un pépin et il pousse. Pourtant, aujourd'hui, les États-Unis sont... Non, les États-Unis sont les plus grands producteurs de fruits, de maïs. Ils exportent le maïs en Chine. La Chine est le plus grand acheteur de maïs et de soja aux États-Unis, la Chine. Pourtant, les États-Unis, vous ne pouvez pas prendre une graine de maïs, vous jetez, ça pousse. Mais au Cameroun, on peut jeter une graine de maïs, ça pousse. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas être riche, on ne puisse pas nourrir la Chine, on ne peut pas nourrir tous les autres pays? Pourtant, on a une terre riche, naturellement. Alors, mes perspectives vis-à-vis du Cameroun, c'est d'abord convaincre chaque jour la jeunesse camerounaise et les autorités camerounaises que nous avons un riche potentiel qui est sous-exploité. Et l'exploiter, ce n'est pas compliqué. C'est simplement recadrer nos priorités. C'est-à-dire que, pour moi, et un programme sur lequel je travaille en ce moment, c'est insérer l'agriculture dès l'école primaire, dès l'école maternelle. Si on enseigne, vous vous rappelez la première récitation que nous avons apprise à l'école primaire? C'était mon papaye dans un coin de ma Corée. C'est moi qui ai semé la graine au monde de moi. Ce papaye est à moi et fait ma joie. Si on réapprend aux jeunes, à la jeunesse camerounaise, à l'enfant, à s'approprier ces paroles-là, à savoir que lorsqu'il suce un fruit, il peut le planter, il va pousser, demain il va produire. Imaginez que chaque enfant, un enfant plante un arbre fruitier, ça va pousser. Imaginez, nous devrions être premiers producteurs du monde en tout type d'arbres fruitiers au Cameroun, tout type de fruits, par exemple au Cameroun. Seulement ça. Je connais un pays au monde qui n'a pas de richesse naturelle. Ils ne produisent que le lait. Que le lait. Ils ont tout investi. Ils sont les plus grands producteurs de lait du monde aujourd'hui. C'est un pays de la Scandinavie, je crois. J'ai oublié le nom, j'ai suivi le documentaire. Singapour n'a aucune richesse naturelle, n'a pas de terre. Mais aujourd'hui, un des pays les plus riches. C'est via la technologie. Pourquoi nous n'exploitons pas notre richesse? Donc, un de mes objectifs vis-à-vis du Cameroun aujourd'hui, c'est de mettre mon savoir à contribution pour que nous puissions exploiter toutes les ressources que nous avons d'abord à côté de nous. À côté de nous. Et convaincre les jeunes Camerounais que chacun peut apporter une contribution pour régler les problèmes auxquels nous faisons face. C'est d'ailleurs pour ça que, étant ici, vous voyez les jeunes qui meurent d'accident, les gens qui meurent d'accident tous les jours sur nos routes. Hier encore, on a toute une famille qui est partie. Paix à l'âme à ces âmes de la famille Abba, qui était mon premier patron au Cameroun. Et nous avons lancé le projet Zemoro, qui est zéro mort sur nos routes, pour prévenir les accidents de la route au Cameroun. Voilà. Donc voilà à peu près mes perspectives vis-à-vis du Cameroun, c'est ça. Contribuer au développement du Cameroun, inviter les jeunes Camerounais à chacun à porter du sien, ne pas seulement attendre que le gouvernement fasse des choses, parce que chacun d'entre nous peut apporter. Je l'ai fait jusqu'ici, et si nous mettions, nous tous, nos énergies pour réaliser des choses, nous allons bouger le Cameroun, nous allons le faire décoller en un clic. C'est ce qui s'est fait aux États-Unis, c'est ce qui s'est fait en Chine, pourquoi pas au Cameroun? Nous en avons les capacités. Tout à fait. Junior, nous savons que tu es une personnalité très controversée à travers tes publications. Toute personne qui te suit sur Facebook comprendra exactement ce que je veux dire. Comment expliques-tu cela? Il faut dire que j'ai grandi dans un environnement très rigoureux. Ma mère était rigoureuse, mon père un peu plus souple, mais également rigoureux. Donc du coup, j'ai dit que je voulais être militaire, parce que j'aime la discipline militaire. Parce que là-bas, on ne triche pas. Et malheureusement, dans notre pays aujourd'hui, la norme, c'est la tricherie. Malheureusement, je dois l'avouer. Et on voudrait que les gens... Je ne veux pas tenir un langage pour séduire les gens. Je ne suis pas politicien. Je suis un homme d'action. Je veux voir les choses changer. Je suis aux États-Unis. Tous les jours, je vois des choses. Et ces choses-là, je me dis, on peut les reproduire dans mon pays. Et lorsque je vais online et que je m'exprime et que je dis à mes frères, à mes compatriotes, voici ce qui est fait ici. Voilà qu'on peut le faire. On peut faire pareil chez nous pour sortir de la situation catastrophique dans laquelle nous sommes. Et que je vois les gens passer du temps à rigoler sur le net, ça me brise le cœur. Et malheureusement, je ne peux pas
faire la politique, je ne peux pas jouer avec les mots, je ne peux pas faire dans la langue de bois. Je suis obligé de leur dire la vérité telle qu'elle est. Et s'ils ne peuvent pas l'accepter, je suis désolé. Je vais m'exprimer tel qu'il se doit. Et partout où je vais aux Nations Unies, même nos aînés qui y sont, je leur dis ce que je pense. Je suis quelqu'un de très libre, quelqu'un qui aime dire la vérité. J'aime la vérité. Et j'estime que si on veut évoluer véritablement, nous ne devons pas tricher. Nous devons apprendre à nous dire la vérité. Et si la vérité choque, il faut qu'on change de comportement. Parce qu'à partir du moment où on se comporte bien, la vérité ne fera plus mal. Tout à fait. À beaucoup, j'ai montré comment est-ce qu'on peut faire. Et ça fait mal de savoir que vous pouvez tirer les gens, vous pouvez leur enseigner des choses et qu'ils acceptent de rester dans leur statu quo. Et se plaindre chaque jour que le pays n'avance pas et accuser le président de la République. Non, malheureusement, je suis bien obligé de dire la vérité. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive et nous sommes les seuls à pouvoir sortir de là où nous sommes. 100% d'accord avec toi, Junior. Sur un dernier mot, on va aborder un sujet un peu moins, on va dire avec un futur un peu plus gai. C'est quoi tes perspectives à venir sur le plan personnel et familial? Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient savoir ça. Donc, quelles sont-elles? Ayant grandi dans une famille, j'ai envie de dire une famille normale, où j'ai eu un père, une mère et beaucoup de frères, parce qu'il faut dire que mon papa était polygame, j'ai toujours nourri le rêve de bâtir une famille. Un père, une mère. Non, je ne vais pas être polygame parce que c'est pas facile à gérer. Mais au moins avoir une femme et des enfants. Et je vais dire que c'est un challenge que jusqu'ici je n'ai pas réussi à relever. Et je travaille dur pour cela. J'ai récemment eu ma petite fille qui a eu 1 an il y a quelques jours. Je lui fais un coucou. Et j'aurais aimé que les choses se passent autrement. Je continue de penser que c'est très important pour un homme d'être stable, d'être en couple, dans une relation, bâtir une famille, c'est très important. Je viens de là et je voudrais offrir la même chose à mes enfants et même d'abord à moi-même. Parce que je pense qu'un homme qui est marié est un homme équilibré, est un homme respecté. Et comme me disait un de mes aînés voisins, ancien ministre, qu'au Cameroun, avant de te nommer, il a travaillé dans l'Observatoire national des ressources humaines. Il me disait au Cameroun, avant de te nommer, on veut savoir si tu es marié. Si tu n'es pas marié, on estime que tu n'es pas sérieux pour ne pas te nommer. Donc au-delà de ça, je pense que c'est une institution très importante, le mariage. Et chrétien, catholique de mon état, Dieu a consacré le mariage. Et il est important que dans l'accomplissement de ma foi chrétienne, que je puisse réaliser, accomplir ce sacrement-là comme tous les autres. Donc ça reste très important pour moi et je travaille dur en ce moment pour pouvoir réussir à relever ce challenge une fois de plus. Donc voilà. Mais écoute Junior, on te souhaite tout le bonheur. Je crois que Merci. tu es une des personnes qui mérite ça le plus. Merci de ton temps. Un mot pour la fin. Bien sûr, je voudrais m'adresser d'abord à la jeunesse camerounaise et plus tard à la jeunesse africaine. Je voudrais dire à la jeunesse camerounaise que, comme tout au long de cet échange, que nous avons entre nos mains, je vous ai pris mon exemple. Je n'ai pas été un jeune particulièrement privilégié. Comme tout le monde, je suis parti de rien du tout pour arriver là où je suis aujourd'hui. Et je n'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours pensé que chaque fois qu'il y avait une difficulté, je pouvais apporter une solution. Et derrière chaque solution, il y a une opportunité d'affaires, moyen de se faire de l'argent, quelque chose. Alors, je voudrais dire aux jeunes que regardez autour de vous. En chacun réside un potentiel. On a en chacun la capacité de réaliser quelque chose, un génie. Chacun a en lui son génie. 1, sachez trouver votre génie. 2, sachez que chaque fois que vous êtes face à une difficulté, vous ne devez pas vous arrêter. Comme j'aime bien le dire, c'est une expression propre à moi. Lorsqu'on a les pieds dans la boue, il faut maintenir le visage sur la solution et non dans la boue. C'est-à-dire que si vous êtes dans le sable mouvant, ne regardez pas le sable mouvant parce que vous allez avoir peur, vous allez avoir peur de vous enfoncer davantage. Mais gardez le regard vers la solution. Et c'est ça qui vous permet de marcher. Si vous marchez vers la solution, vous avez l'impression de marcher sur l'eau. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de sombrer. Donc, ça ressemble à des mots.
Mais c'est un peu ce que l'exemple de ma vie, c'est l'expérience de ma vie. Je ne me suis jamais arrêté devant une difficulté. Je me suis retrouvé devant le secrétaire général des Nations Unies. Après être entré aux Nations Unies une seule fois, en moins d'1 an. J'ai côtoyé les plus hauts sommets, j'ai rencontré les plus grandes personnalités des États-Unis, ici, sans qu'un de mes parents, sans qu'une personne prenne le téléphone pour appeler et me recommander. Je n'avais qu'une seule envie, c'était de réussir. Une seule envie, c'est de dire, je ne peux pas m'arrêter devant un obstacle. Et chacun d'entre nous a la même capacité. Et je voudrais vous dire, jeunes Camerounais, de regarder autour de vous, de ne pas placer la faute sur l'autre. Oui, ils ont leurs responsabilités, mais nous avons chacun la responsabilité de nous sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. J'espère que nous allons pouvoir travailler ensemble pour réaliser, pour bâtir un Cameroun meilleur. C'est une ambition que je nourris, c'est un rêve. Je veux réaliser quelque chose de grand pour le Cameroun. Et je voudrais que davantage de jeunes se rallient à ce message, à cette dynamique, pour que nous puissions prouver que nous, la jeunesse, nous sommes vraiment les plus créatifs, les plus ingénieux, les plus dynamiques. Et je suis convaincu que c'est faisable. Merci beaucoup. C'est pareil pour la jeunesse africaine. C'est moi qui te remercie. Merci. Je vous invite à mon anniversaire. Merci beaucoup, Junior, pour ce moment très édifiant et ce moment très fort. Nous invitons toute la communauté camerounaise à se joindre à nous pour souhaiter un très bon anniversaire à mon cher ami Junior pour ses 40 ans le 5 septembre 2018. Alors, bon anniversaire à toi, Junior. Merci Stéphanie. Merci. Et il faut dire que ce sera du 5 au 9. C'est une longue célébration. Du 5 au 9 septembre. On parle d'une célébration de 5 jours. Hein. Ouais. Merci encore pour... merci d'être là. Merci d'être l'ami que tu es. Et voilà, on va fêter ensemble. Bon. On va célébrer ma vie pendant que je suis encore vivant. Et jusqu'à la fin. Hein. Ça ne s'arrête pas au 5 septembre. Donc. Merci. Merci beaucoup.